Et c'est cette phrase que j'aime beaucoup d'un de mes VC qui m'a dit, tu verras, quand tu commences à trouver ton market fit, tout devient facile. On avait beaucoup de moyens parce qu'on n'a jamais eu de problème pour lever des fonds chez Nabla grâce à notre historique. Parcours, mais ça aussi, j'insiste toujours, c'est un danger. L'avantage de ne pas avoir d'argent, c'est que tu as un focus forcé. Sur les premières features qui n'avaient pas marché, l'utilisateur, quand on lui envoyait un message, ne répondait pas. Et à partir du moment où tu vois que ton utilisateur s'intéresse à ce que tu fais et te dire c'est pas mal, mais il y a ça et ça qui va pas, tu sais déjà que tu es sur un bon trend. On a certains utilisateurs qui étaient tellement contents de cette première version qui nous ont dit « Putain, en plus, votre prototype, il était quand même merdique, quoi. » On l'utilisait parce qu'on voyait exactement la direction dans laquelle vous alliez et ça apportait déjà de la valeur. Mais reconnaissons-le, c'était de la grosse merde. Oui, quoi. Avant de passer à l'épisode, je voulais te parler d'une stat très importante à mes yeux. 60% des auditeurs réguliers de ce podcast ne sont pas abonnés. Ça paraît futile, mais ça a une grande répercussion sur la visibilité de tous mes contenus. Je compte bien continuer à interviewer les profils les plus influents de l'écosystème produit et tech pour t'apporter de la valeur. Donc si tu veux me soutenir dans cette démarche, tu peux t'abonner et activer la cloche sur YouTube et mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Merci d'avance et bonne écoute. Est-ce que tu peux nous refaire vivre un petit peu le début de TimeLeft justement, donc la transition entre la dernière idée testée et TimeLeft, et puis les débuts avec les premiers signaux de succès, etc. Le premier truc qui a été assez dingue, c'est que je m'en souviens, donc j'ai dit à mes devs de l'époque, c'était en 2023, donc j'ai dit il faut absolument que ça sorte le 1er mars. Si le 1er mars ça sort pas, je vire tout le monde, on arrête, j'en ai marre. Waouh. Ça sort le 10 mars, j'étais un peu plus flexible. Et le 10 mars ça sort, et là je teste l'app et je me dis mais ça a aucun sens ce qu'on fait. Enfin je veux dire ça marchera pas quoi. Et je dis autant on arrête. On arrête. Et c'était le 15 mars. Et là je dis à Adrien, je lui dis est-ce que tu veux qu'on continue à bosser ensemble parce que ça fait 3 ans. Ton cofondateur. Mon cofondateur, ça fait 3 ans, on galère, on n'a pas fait 1 euro. Il m'avait rejoint parce que c'était quand même moi l'entrepreneur des deux à la base. Donc je lui dis mais en fait tu vois je suis en train de fail notre association quoi. Tu vois ça fait 3 ans que je t'ai embarqué là-dedans, on n'y arrive pas. Donc est-ce que tu veux refaire un dernier essai? Il me dit oui. Et on s'est dit bah tu sais quoi, on va refaire ça à notre sauce et dans 15 jours il faut que ça sorte. Et on s'est dit, bon, s'il faut que ça sorte dans 15 jours, il faut que ça soit très simple. Et donc, on a fait un Typeform, un WhatsApp et un lien Stripe. Et on est parti avec cette idée de se dire, on va matcher des gens, ils vont payer 5 euros. Pourquoi 15 jours? C'est hyper ambitieux. Parce qu'en fait, je m'étais dit, sur les 3 dernières années, on avait toujours fait des sapins de Noël. C'est-à-dire, on s'est dit, c'est une idée simple. Ah oui, mais il faut qu'il y ait ça, faut qu'il y ait ça. Ah non, ça peut pas sortir s'il n'y a pas le chat, s'il n'y a pas cette fonctionnalité, s'il n'y a pas ce truc-là. Et en fait, on rajoutait des choses en permanence. Et là, je me suis dit, en fait, on va faire l'inverse. On va dire, on n'a que 15 jours pour sortir. J'avais lu un bouquin qui s'appelait Le Prototype et il disait, comment tu peux sortir ton idée demain avec 100 euros. Ça ne sera pas l'idée de tes rêves, ça ne sera pas l'idée comme tu la conçois, mais au moins demain, tu testes. Et on s'est dit, en 15 jours, on va devoir faire très simple. Et on a fait très, très simple. Une landing page, un test de personnalité qu'on a customisé sur Typeform. À la fin, il y avait un lien. Tu cliques, tu arrives sur Stripe, tu payes. Et moi, d'ailleurs, je faisais tout à la main. Je prenais les gens, je les matchais moi-même, je faisais tout le WhatsApp, toute la communication. Et on est parti comme ça. On a fait 25 x 5, on a fait 125 euros de chiffre d'affaires la première semaine. C'est déjà bien. Non mais attends, tu rigoles parce que le premier paiement, je te jure, on l'a fêté dans les bureaux. Quoi. Il y avait marqué 5 euros, on s'est dit, mais on vend un truc. Enfin, c'était des ads, excuse-moi, c'était des ads des ads à Lisbonne. On vivait à Lisbonne à l'époque et on avait 3 ou 4 000 abonnés sur Insta. Moi, j'étais un peu connu dans la ville et on a fait 2-3 ads. Et tu vois, dans la journée, on a vu, boum, 5 euros. Puis boum, 5 euros. On s'est dit... Pas des amis à toi, des gens que tu connaissais pas. Non, des gens qu'on connaissait pas. Et on se dit, mais 5 euros. En fait, c'est pas le 5 euros qui était... c'est pas la somme en soi, c'est le fait qu'on arrive à vendre quelque chose. Tu vois, de se dire, mais en fait, waouh, 3 ans sans gagner 1 euro, là, ça y est, on vend un truc à 5 euros. Et on fait le premier dîner, et je pense que c'est ça qui nous a dit, en fait, on tient un truc, c'est que Adrien, il est parti à une table, moi, je suis parti dans une autre table. Et l'expérience, elle était incroyable. Stressé, tu vois, des gens que tu connais pas. Enfin, là, maintenant, on en rigole, mais il y a 2 ans, ça n'existait pas de faire des dîners avec des inconnus. Tu vois, d'arriver dans un restaurant où t'as pas réservé, tu sais pas, tu t'assois et t'as 5 personnes qui viennent te rencontrer. C'était assez bizarre, quoi. Et tout le monde rigole. J'appelle Adrien, je dis, alors et toi? Il me dit, oh, c'était génial, j'adore et tout. Je dis, bon, ok. Vas-y, on recommence la semaine prochaine. Et les 25, c'était 35. Et c'est cette phrase que j'aime beaucoup d'un de mes VC qui m'a dit, tu verras, quand tu commences à trouver ton market fit, tout devient facile. Tout devient plus facile. Les gens comprennent mieux ce que tu fais, les ads, ça marche mieux, les gens, ils reviennent. Les planètes s'alignent, quoi. Payent. Ouais, il se passe un truc. Alors que l'idée d'avant, tout était compliqué, quoi. Des fois, je pitchais, les gens, ils disaient, je comprends pas, c'est un groupe, c'est pas un groupe. Et là, c'était très simple. Tu fais un test de personnalité, tu bookes ta place, t'as 5 personnes pour dîner, tu vois, et ça marche.
Et on a scale le truc tranquillement. Ça, c'est 15 jours. Ça, c'est 15 jours, on a les premiers résultats. Ouais. Et ce qui a été aussi intéressant, c'est qu'on s'est dit, dès le début, on va faire ça toutes les semaines. Comme ça, on va raccourcir la courbe d'apprentissage. C'est-à-dire, toutes les semaines, on fait des dîners, toutes les semaines, on apprend. Et donc, sur les premiers mois, on fait ça. On arrive à 100, 150 personnes qui dînent ensemble tous les mercredis. Et là, on commence à ouvrir Paris. Donc, on avait une personne qui gérait Londres et une personne qui gérait Paris. Et là, on s'est rendu compte que la vraie difficulté de notre business, ça allait pas être l'app, ça allait être le back-office. Ça allait être comment on gère tous ces restaurants, toutes ces invitations, tous ces groupes, etc. Et donc, là, on a commencé à faire du low-code. OK. Voilà, pendant 1 an. Et pour ceux qui nous écoutent, moi, je me disais, le low-code, jusqu'où ça peut tenir ? Ça peut tenir très, très loin. Costaud, ouais. Ouais, on a quitté le low-code en octobre dernier, au moment où on faisait 1 million de chiffre d'affaires par mois. Donc, on a réussi à passer de 0 à 1 million de chiffre d'affaires par mois avec du low-code Frankenstein, bootstrappé, avec des bouts de code dans tous les sens. Donc, en 2022, notre produit chez Nabla, c'était ce qu'on appelle un EHR, Electronic Health Record. Donc, en fait, c'est un peu l'équivalent du CRM dans la médecine. Donc, c'est ces dossiers qui permettent aux médecins, aux hôpitaux, d'avoir toutes les informations de chaque patient et de gérer tout ce qui se passe avec ce patient. Et c'est ça qui doit être mis à jour après chaque consultation. Donc, on était devenu alors, typiquement, les EHR sur le marché sont des choses assez préhistoriques, avec une user experience catastrophique, etc. Mais ils sont très difficiles à déplacer, ils sont là. Et c'était notre produit. Donc, on avait fait un superbe produit dans les standards qu'on ferait pour un produit de CRM aujourd'hui ou d'autres produits. On avait amené ce standard dans la médecine. Et donc, on a donc un UHR, c'est-à-dire, t'as les dossiers du patient, toutes les informations et un moyen de communiquer avec ton patient par messagerie, par téléconsultation vidéo, audio, et un moyen d'écrire des prescriptions, des ordonnances, etc. Donc c'est vraiment l'équivalent d'un CRM pour la médecine et c'est évidemment un produit assez complet, assez large. Donc c'était le produit de Nabla en 2022, c'est ce qu'on appelle la Care Platform en interne. C'était ça. Et puis, on avait, puisque c'était quand même l'objectif, la mission de Nabla au début, petit à petit observer là où les médecins perdaient du temps et automatiser certaines fonctionnalités avec de l'IA. Donc, on avait une sorte de copilot à l'intérieur de notre produit qui essayait d'assister les médecins, le personnel soignant, quand ils utilisaient le logiciel. Notamment des choses qui documentaient automatiquement les consultations. Ok. Et donc, ça ressemble à un produit très horizontal. Toi, pourtant, tu as entrepris plusieurs fois, donc on peut se dire que tu peux éviter cet écueil-là, ce piège-là. Qu'est-ce qui te fait qu'à l'époque, tu te dis, mais il faut absolument être aussi horizontal que ça et je veux bien que tu me dises un peu, mais qu'est-ce qui fait aussi qu'à un moment, vous vous êtes dit, on ne va pas dans la bonne direction, il faut absolument qu'on réduise le périmètre de ce produit. Alors, c'est pas si horizontal parce que ça reste dans un c'est une secteur, verticale médecine, voilà. Et tout comme Payline l'est dans la compta, et pourtant c'est un produit horizontal un peu tout en un, quoi, tu vois. Etc. Mais justement, c'est peut-être trompeur. Tu te dis, c'est bon, je suis dans un vertical, donc j'ai aucun risque, et tu t'arrêtes d'y penser, et tu te réveilles un matin, et t'es devenu un énorme truc horizontal. C'est un peu ce qui nous est arrivé. C'est super insight de dire que effectivement faire attention. L'horizontal veut pas dire que t'es large partout, à la fois sur le secteur, l'ICP et le périmètre produit. Tu peux être aussi horizontal sur un ICP très précis, mais sur un produit très large, quoi. Exactement. Et si l'ICP, c'est des médecins qui ont un besoin phénoménal de plein d'outils, de plein de choses, et que tu l'écoutes, et que tu fais ton boulot d'écouter tes clients, et que tu as une bonne exécution, avec une bonne équipe EPM qui va très très vite, il suffit de relâcher ton attention pendant 6 mois, et tu te réveilles un matin, et tu as un produit énorme. Exactement. Et c'est un peu ce qui nous arrivait. On était très très... volontariste, très à l'écoute des médecins qui utilisaient le produit, une très bonne équipe. On avait beaucoup de moyens parce qu'on n'a jamais eu de problème pour lever des fonds chez Nabla grâce à notre historique. Parcours, mais ça aussi, j'insiste toujours, c'est un danger. C'est aussi un danger d'avoir trop d'argent. Tu le vois comme un danger? Alors, j'ai pas... Ma première boîte, on a bootstrappé pendant 3 ans, sans se payer, en faisant des prestations de IT, à faire des réseaux et des sites web en PHP pour survivre. Donc, j'ai connu les deux. Je veux juste te dire ça, parce que pour pas paraître comme étant né dans le luxe et présomptueux, quoi. Avec une cuillère d'argent, voilà. Mais l'avantage de pas avoir d'argent, c'est que tu as un focus forcé. Tu peux pas faire 10 choses... T'as pas 10 ingénieurs et c'est plus dur de terminer avec un truc très horizontal. Voilà. Ça a plein d'inconvénients, mais ça a un avantage. Début de product market fit,
les sales sont comme des oufs parce que évidemment ils n'ont plus à aller à remplir le CRM. Et les RevOps, ton VP revenu, ton VP sales est très content aussi parce que les sales passent leur temps en fait à vendre. Tu peux nous parler un peu d'un exemple avant-après, qu'on voit bien la différence. C'est hyper intéressant parce que tu dis que le PMF, globalement, arrive un peu au moment où la technologie évolue et elle est assez, je dirais, je sais pas si quali c'est le bon terme, mais en fait, elle est assez forte pour pouvoir apporter une valeur suffisante qui vous permet de faire décoller Attention dessus. C'est quoi un exemple avant-après peut-être que tu aurais en tête pour qu'on comprenne bien? Ouais, bien sûr. En fait, les modèles exacts d'ailleurs, c'était DaVinci 2 versus DaVinci 3. C'est GPT-3. Et donc, en fait, avant-après, c'était... je vais te donner un exemple très simple. Tu dois capturer les pains du client dans ton CRM. Avant, ça allait donner des pains génériques, du genre, quelqu'un dit je me suis mal réveillé ce matin », et ben ça va mettre mauvais réveil ce matin dans les pains. Après, c'était « OK, on a un problème de ROI », tu vois. Et en fait, c'était vraiment le fait, le LLM arrivait à capturer des pains beaucoup plus pertinents au business de la boîte. Et en fait, aujourd'hui, fast forward à 2025, ça paraît fou que les LLM puissent faire ce genre d'erreur à l'époque, mais ça capturait en fait de l'info générique, ou même souvent ça hallucinait avant. Ça sortait des trucs qui n'étaient même pas mentionnés dans le transcript en fait. Après, ça sortait des trucs beaucoup plus pertinents, pas non plus d'une pertinence énorme par rapport à aujourd'hui, mais ça restait quand même relativement pertinent en termes de... Ça hallucinait moins et ça sortait quand même des éléments qui sont liés à ton prompt, en fait. Comment tu parles de PMF, du coup? Qu'est-ce que tu vois comme signal pour te dire « OK, on y est, on va pouvoir construire sur ce premier cas d'usage-là » et c'est là-dessus qu'on va aller chercher le gros du début, de la croissance d'Attention au début, avant de s'élargir. Ouais, bien sûr. Déjà, en fait, je pense que c'est assez important de définir PMF parce que tout le monde a un peu une définition différente. Ouais. Moi, j'appelle ça plutôt un début de PMF parce que dans ton début de PMF, ça veut dire que ta feature a créé de la valeur pour ton utilisateur. C'est le premier truc que tu dois essayer de capturer, c'est combien de valeur tu vas créer pour ton utilisateur et pour ta boîte. Parce qu'après, tu as énormément d'autres trucs qu'il faut prendre en tête, c'est-à-dire ta compétitivité sur le marché, à quel point est-ce que tu es différencié de ce qui existe ailleurs, etc. Mais parlons pour le moment de l'expérience utilisateur, qui est le step one, quoi. En fait, tu le remarques directement, c'est-à-dire qu'avant, on avait fait quelques autres itérations un peu dans le même espace, c'est-à-dire du coaching en temps réel, etc. Et en fait, on a vu la différence dans le retour de l'utilisateur, c'est-à-dire que sur les premières features qui n'avaient pas marché, l'utilisateur, quand on lui envoyait un message, un ping sur Slack ou pour demander un retour, ne répondait pas. Au moment où on a commencé à remplir le CRM, les utilisateurs nous répondaient dans l'heure et avec du feedback beaucoup plus détaillé en fait. Et à partir du moment où tu vois que ton utilisateur s'intéresse à ce que tu fais et qu'il prenne le temps de donner du feedback et de te répondre et de dire c'est pas mal, mais il y a ça et ça qui va pas, tu sais déjà que tu es sur un bon trend. Si te répond pas. Ouais. C'est-à-dire il fallait apporter suffisamment de valeur pour pouvoir avoir des retours de manière plus systématique qu'avant, alors qu'avant, en fait, t'en apportais pas assez. Et quelque part, peut-être qu'ils prenaient ça à la légère ou juste qu'ils n'avaient pas de retour parce qu'en fait, c'était trop loin de ce qu'ils attendaient, quoi. Exactement. Ils voyaient pas en fait de futur possible dans ce que tu étais en train de ce qu'on avait construit au départ en fait. Ouais. Et donc ça nous a peut-être pris 4 semaines de réaliser en fait qu'on était sur la mauvaise direction. Et ensuite on relançait les utilisateurs, on leur demandait etc. et ils nous répondaient pas quoi. Ils nous répondaient pas ou j'ai pas le temps ou. Ouais. Et à partir du moment où on leur a dit ensuite voilà on a une nouvelle feature qui sort, ça te remplit le CRM. Là déjà ils étaient beaucoup plus intéressés. Il y a aussi un autre truc qui était hyper intéressant, c'est que moi, à l'époque, et je pense que ça c'est intéressant que j'en parle, moi, à l'époque, je faisais peut-être 10 calls par jour pour avoir des retours d'utilisateurs. Et en fait, à chaque fois aussi, au-delà d'aller mettre de l'information dans le CRM, c'était le plus important, en fait, pour moi, c'est d'écrire des mails de follow-up. Et ça me prenait un temps fou d'écrire ces mails de follow-up.
Et en fait, j'ai pris ces conversations-là et j'ai commencé à faire rédiger mes propres mails de follow-up. Et je finissais par utiliser ça, en fait, toute la journée. C'est-à-dire que ça me rédigeait des super mails. Et en même temps, en fait, quand j'ai proposé ça aux utilisateurs, donc remplissage de CRM et rédaction de tes mails de follow-up, pour eux, c'était le Graal, en fait. Ce sont les deux trucs administratifs qu'ils détestent faire, mais en même temps, ça leur permet de gagner du temps et de continuer à vendre, en fait. On va partir vraiment du tout début, quoi, de l'idée jusqu'à comment vous l'amenez, comment tu l'as amené, par exemple, à devenir une fabrique, puisque c'est l'exemple qu'on a cité en intro. Comment ça se passe alors déjà l'idée, tout début, donc toi tu es opérationnel chez OSS, tu vas aider et tu vas être le bras droit, j'imagine, d'OSS, mais aussi des fondateurs pour créer ce produit. Quel est ton rôle là-dedans et comment ça démarre? Alors aujourd'hui, plus qu'une idée, on part de catégories, ou ce qu'on appelle des spaces, des sujets. Je donne quelques exemples qu'on a eu en 2025, les achats, la gestion des prix, le design avec des matériaux avancés. On va partir de sujets où on se dit, on sait que ça touche 80% de notre marché. Okay. Et pour lesquels on a déjà des partenaires qui nous ont dit, ce sujet-là, il est important pour moi. À partir de là, ça va être, je vais dire, la beauté du process, de transformer ces sujets et ces insights de base d'industriels qui nous disent, ça tue mon temps, mon time to market, c'est compliqué, il y a beaucoup de ressaisies, je pense qu'on peut mettre de l'intelligence dessus. On va avoir une première phase de 2-3 mois qui va consister à comprendre très profondément son marché, à définir une vision produit, une proposition de valeur différenciante qui permet d'onboarder 3 co-constructeurs. Okay. Quelques chiffres, on veut interroger entre 40 et 50 clients pour lesquels on arrive à valider nos hypothèses, au moins d'un point de vue théorique, c'est-à-dire on se dit tout le monde n'est pas prêt à y aller dans les 2 mois, mais on a des signaux forts de valeur. Deuxièmement, la proposition de valeur différenciante, on parle beaucoup de unique insight. Alors désolé pour les anglicismes, et c'est très qualitatif. C'est-à-dire que on a tout simplement tous les lundis, on revoit tout ce que les clients nous ont dit la semaine dernière, tout ce que les études tech, tout ce que les études technico-métiers nous disent, et on va essayer d'aller chercher des signaux forts. Ce que j'appelle un signal fort, c'est si j'en parle à mon CEO qui a une expérience de dingue dessus, est-ce que je lui apprends quelque chose? Et ce qui se dit, j'aurais pu l'intuiter. Ça, on considère qu'il y a 3-4 vérités marquantes qui sont les fondations de toute boîte. Ok. Sur Fabrique, tu as un exemple, tu t'en souviens? Ouais, c'est donc Fabrique, on parle de pilotage de performance, d'optimisation de l'efficacité de l'atelier. Il y a un des modules assez forts qu'on appelle le Problem Solving Management. C'est l'équivalent du Scrum ou de l'Agile dans la tech. Évidemment, on parle de Lean Startup, de Lean Méthodologie, tout ça, ça vient du Lean Manufacturing. Ouais. Dans Lean Manufacturing, il y a un principe très fort, c'est tous les matins, on se réunit pour parler des problèmes de la veille et identifier les écarts de performance et les solutions à mettre en place. Concrètement, on a sur chaque périmètre de l'usine une petite réunion de 15 minutes, on revoit ça. Ensuite, tous les petits périmètres se réunissent en un plus gros avec les managers. Et ensuite, il y a la même réunion au niveau de la direction. On a passé 6 semaines à se balader dans des usines en France pour étudier ces réunions-là. Et on voyait que c'était du savoir-faire noté sur les mains pour se dire qu'est-ce que je dois régler sur ma machine aujourd'hui, l'indicateur à corriger sur une feuille de papier volante, les passages de consignes de performance qui étaient du bouche à oreille d'une réunion à l'autre. Ça, on s'est dit, d'accord, là, il y a et des problèmes parfois qui restent. Quand on regardait des problèmes écrits sur des tableaux Velleda, on voyait certains qui dataient de 3 mois. Et le problème en question concernait la machine la plus importante de l'usine. Et donc, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner ça? Aussi bien les équipes que la performance de la boîte. Il y a aussi beaucoup de secteurs où, effectivement, on détecte des problèmes avec notre regard tech, où on se dit que tout est améliorable, etc. Il y a aussi des secteurs qui n'ont pas envie de bouger, quoi. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de rester au tableau Velleda et à l'écriture sur la main. Comment tu évalues si ces personnes-là, ça va vraiment les aider et s'ils ont envie d'adopter le truc? Parce que, je veux dire, quelqu'un qui bosse dans une usine, objectivement, il s'en moque un peu, quoi. J'adore. Non, mais c'est vrai. J'adore la question. La réponse ne va pas être très structurée. Ouais, non, mais c'est pas facile. Je donne quelques exemples. Moi, il y en a que j'adore.
J'ai participé personnellement, moi c'était au tout début d'OSS, j'assistais les fondateurs de Fabrique. On a lancé 3 pilotes dans 3 usines. Ouais. On a eu une différence d'appréciation énorme. On a une usine qui utilisait le prototype tous les jours. Donc beaucoup de profils assez jeunes, pour le coup, donc plus adeptes, on va dire, de la technologie. Des super retours de l'usage sur un prototype Airtable à l'époque. Une autre usine où je me battais. Mais comme j'avais l'oreille du directeur d'usine, il forçait les équipes à le faire. Je changeais d'équipe pour aller voir les plus jeunes. Je prenais le train tous les matins pour vérifier que les gens faisaient leur réunion à 7h30. Donc déjà, c'est normal de voir que tu as une diversité de maturité de base. Donc en fait, il faut aller trouver les fameux early adopters. Ouais, bien sûr. Deuxièmement, en fait, en regardant l'usage. Tout simplement, on a shooté quelque chose, on a vu ce qui prenait, ce qui prenait pas. Et derrière, on a essayé de faire l'amélioration continue dessus. Ouais. Et je donne un dernier exemple, c'est aussi convaincre sur la vision et ce qu'on essaye d'accomplir. L'usine la plus mature qui utilisait le produit tous les jours, quand on a sorti la première version, je me souviens à l'époque, c'est Octave qui faisait le produit et qui codait. Ouais. On a certains utilisateurs qui étaient tellement contents de cette première version qui nous ont dit « Putain, en plus, votre prototype, il était quand même merdique, quoi. » On l'utilisait parce qu'on voyait exactement la direction dans laquelle vous alliez, et ça apportait déjà de la valeur. Mais reconnaissons-le, c'était de la grosse merde. Pourri, quoi. Ouais. Et j'ai adoré aussi cette sincérité. L'autre point, moi que j'adore dans le monde industriel, les gens sont hyper sincères et directs. Ah, ils sont francs. Je donne un autre exemple, c'est parfois on va étudier des sujets, on va essayer de faire de la recherche client, générer des idées, avoir un niveau de validation. Les gens vont nous dire « Non, c'est de la merde, ça. Là, tu fais du zèle. » Là, Et donc, en fait, cette sincérité, et derrière, ils vont dire « Mais par contre, j'aime bien ton cheminement. Est-ce que tu veux pas qu'on refasse une session la semaine prochaine ?» Et donc ça, c'est hyper fort de se dire, on se trompe sur l'idée, mais les gens vont nous dire, reviens la semaine prochaine avec une nouvelle proposition, avec on faisait parfois le fameux customer journey en design, on essayait avec les équipes de l'usine de dire, viens, on va essayer de comprendre tes points d'inefficacité, tes opportunités pour aller débloquer de la valeur, et c'est une collaboration assez forte. Ok. Donc on revient au Unique Insight, ça c'est...